Bien, bonsoir et merci d'être si nombreux à cette heure tardive. Le thème de cette table ronde, donc, qui fait suite à la précédente sur nous et les autres, eh bien, c'est le changement climatique et l'épuisement des ressources, qui sont deux phénomènes liés à la finitude du monde. Et la question que nous allons essayer d'explorer ce soir est de savoir comment habiter la planète de demain, comment vivre dans le monde de demain. La question du changement climatique, elle est au centre de l'actualité à plusieurs titres. D'abord parce qu'en ce moment même, à Doha, les délégués d'environ 200 pays, 200 États partis à la conférence la convention nationale, la convention, pardonnez-moi, des Nations Unies sur le changement climatique sont en train de chercher une suite au protocole de Kyoto qui expire très prochainement. Enfin, en tout cas, ils sont, à mon avis, sont plutôt en train d'échouer à trouver une suite au protocole de Kyoto. Et puis, au centre de l'actualité, pour d'autres raisons qui sont simplement des raisons géophysiques. Et si on s'arrête à l'année en cours, l'année qui s'achève, on voit que des sécheresses très inhabituelles se sont abattues sur l'Europe, aux États-Unis, que ces sécheresses ont provoqué des ruptures d'approvisionnement dans certaines matières premières, une augmentation phénoménale des cours de certaines céréales, etc., etc. Pour ne parler encore que de l'année qui s'achève, 2012 a vu un cyclone tropical remonter suffisamment au nord pour s'affronter à une tempête polaire, ce qui n'était pas arrivé depuis un certain temps. Donc on a vu les dégâts que ça a provoqué sur les villes côtières de l'Est des États-Unis. 2012, c'est aussi un record absolu battu dans la réduction de la banquise arctique cet été, avec 3,4 millions de kilomètres carrés, ce qui peut paraître encore beaucoup, mais ce qui est 2 fois moins que la moyenne qui était relevée encore entre les années 80 et les années 2000. Bref, tout cela pour dire que le monde qui arrive sera très différent de celui que nous avons connu ces derniers quelques milliers d'années, et que certainement les personnes les plus jeunes de cette salle vieilliront dans un climat qui ressemblera plutôt à celui de l'Éhémien il y a 125 000 ans, où la température était environ 2 degrés supérieure à celle que nous connaissons actuellement. Donc un monde qui vient, qui sera à la fois différent, qui sera aussi plus petit, qui sera moins prodigue en ressources. Et pour aborder ces questions de savoir comment est-ce que nous allons à la fois vivre dans ce monde et l'exploiter, et dans quelles conditions nous allons pouvoir le faire, Corinne Pelluchon, qui est philosophe, maître de conférences à l'Université de Poitiers, et auteur d'un récent livre sur la question, en tout cas sur les liens entre les hommes et la nature, et sur la mise en place, la construction de nouvelles instances délibératives pour traiter ces questions d'environnement et d'écologie globale, éléments pour une éthique de la vulnérabilité, les hommes, les animaux et la nature. Également Harald Welzer, qui est psychosociologue et qui s'intéresse, lui, à la violence, à l'histoire de la violence, à son émergence, à ses raisons, et qui a publié un livre qui a fait beaucoup de bruit il y a quelques années quand il a été traduit en français, je crois que c'était il y a 2 ou 3 ans, juste avant la conférence de Copenhague, Les guerres du climat, et qui s'intéresse aux liens aux liens actuels et futurs entre le climat, les perturbations climatiques et l'émergence de la violence ou d'affrontements dans les sociétés, avec un exemple qu'il mettait en majesté qui était celui du Darfour. Et je vais laisser Adam présenter Nimo Bassey. Thank you very much. Merci beaucoup. Nimo Bassey, qui est un nom que vous connaissez tous, sans aucun doute, si vous vous intéressez au pétrole ou si vous vous intéressez au changement climatique, au OGM, et pour d'autres questions aussi. Donc, il est nigérian, donc il est écologiste, il est poète. Il vient de céder sa place en tant que chair des Amis de la Terre internationale. Il est directeur exécutif de Environment Rights Action, une association bien connue aussi. Il a beaucoup de connaissances,
beaucoup d'expérience dans ce domaine et connaît les effets de cette malédiction des ressources. Et je pense que l'on va en parler par la suite ce soir. Et également, il a écrit un article éloquent cette semaine sur Doha et donc les négociations sur le climat. Donc, si on va lutter contre le changement climatique, il faut que l'on s'attaque à l'extraction des combustibles fossiles. Donc, je vous souhaite la bienvenue ce soir. Corinne Pelluchon. Merci. Voilà. Merci de cette invitation. Donc moi, je vais présenter rapidement ma communication qui n'est pas catastrophiste et qui a deux volets, un politique et un ontologique. Alors la crise écologique n'est pas seulement une crise de ressources, des ressources. Elle souligne aussi les insuffisances de nos institutions politiques qui secondarisent l'écologie et la condamnent bien souvent à n'être qu'un vœu pieux, que des mesures économiques visant à soutenir la croissance ou des politiques agricoles bien souvent contredisent. Les difficultés que nous avons à prendre réellement en compte, la finitude de la biosphère, la fragilité des écosystèmes et les intérêts des générations futures, eh bien ces difficultés à prendre cela en compte indiquent qu'à côté de ce volet politique de la réflexion, une remise en cause des fondements de notre éthique est nécessaire. Donc, dans une démarche constructive, je vais présenter brièvement quelques pistes permettant d'inscrire l'écologie dans l'agenda politique. Loin d'entraîner la suspension des libertés individuelles, on verra que ce défi implique des innovations au niveau des instances délibératives, mais aussi un changement de culture politique propre à garantir une réponse démocratique à ces problèmes. Et dans un second temps, il sera question du volet ontologique de la réflexion philosophique sur l'écologie. La limite à mon action n'est pas seulement liée au fait que je crée un dommage à un autre homme ou aux autres hommes, mais l'écologie impose de prendre en considération les générations futures, les autres espèces et les écosystèmes, c'est-à-dire qu'elle impose un décentrement de l'éthique. Une telle perspective, qui met l'accent sur notre responsabilité à l'égard des autres vivants et de la planète, est cependant l'occasion de promouvoir un autre humanisme au lieu de l'enterrer et de compléter même la philosophie des droits de l'homme. Donc il y a une tension pour le volet politique. Il y a une tension entre les impératifs écologiques, comme le respect de la biodiversité ou la lutte contre la pollution, et le droit de chacun à choisir son style de vie qui découle de la souveraineté du sujet, qui est le principe du libéralisme politique. Et cette souveraineté du sujet passe aussi par le droit d'acheter ce que bon lui semble. La réponse à ce problème passe souvent par des mesures économiques et juridiques, par des contraintes comme la taxe pollueur-payeur. Et ces réglementations sont bien évidemment nécessaires, mais elles ne suffisent pas. Non seulement leur généralisation ne saurait garantir un traitement démocratique de ce problème, et on pourrait craindre aussi une bureaucratisation de ce règlement de l'écologie, mais de plus, on peut également avoir peur que ces mesures prises dans un domaine ne soient contredites par d'autres politiques publiques, comme on l'a vu déjà quand le gouvernement précédent en France avait donné une prime à la casse, encourageant l'achat de voitures qui n'étaient pas forcément les moins polluantes. Donc une politique atomiste ne peut être efficace dans un domaine comme l'écologie, qui se caractérise par des enjeux globaux, transversaux et à long terme. En outre, ces enjeux contrastent avec les intérêts immédiats qui sont ceux que représentent d'abord les représentants. Autrement dit, notre démocratie représentative, qui est née au XIXe siècle, dans un contexte écologique, économique, démographique et technologique radicalement différent du nôtre, eh bien cette démocratie représentative est un peu inadaptée à la prise en compte des nouveaux devoirs qui s'imposent à nous, comme la protection de la biosphère finie, la biodiversité, mais aussi le respect de la qualité de vie des générations futures et la justice environnementale, laquelle concerne la répartition souvent inéquitable des coûts de la pollution. Alors une des solutions peut être de compléter la démocratie représentative en la conservant, bien sûr, mais en faisant en sorte que dans les instances délibératives, les intérêts immédiats des hommes actuels ne soient pas les seuls à être représentés. On pourrait imaginer des commissions veillant à la compatibilité entre les propositions de loi qui sont faites et la prise en compte des impératifs écologiques énoncés ci-dessus. Donc l'idée, c'est vraiment de voir comment l'écologie, dans sa centralité, peut pousser à innover sur le plan politique. Et ces impératifs écologiques, loin d'être imposés abstraction faite des contextes, des hommes particuliers, de la géographie, pourraient être au contraire intégrés aux politiques publiques. Donc l'écologie, au lieu d'être considérée comme un domaine à part et secondarisée, serait ainsi au cœur du politique, sans qu'on ait à craindre un quelconque écofascisme.
Alors ces modifications des instances délibératives supposent également que l'on se demande comment les sciences qui éclairent des sujets complexes comme le climat ou d'autres, eh bien comment les sciences peuvent être prises en compte dans la composition du politique, qui est d'ailleurs au fur et à mesure définie, et sans que l'on fonde la politique sur la science, donc en évitant l'expertocratie. Ces innovations vont également de pair avec une information et une formation des citoyens. Donc avec une réponse participative, ou du moins par une évolution de la démocratie vers plus de participation, mais cette participation, loin d'être un mot un peu fourre-tout, va de pair avec ou suppose une culture politique. Car le contenu des programmes politiques, et bien souvent les oppositions binaires, conservatisme, progressisme, en tout cas les oppositions qu'on trouve dans les clivages politiques classiques, eh bien ne conviennent pas, ou pas toujours, aux débats qui sont liés aux questions écologiques. Pareil pour la bioéthique. Cela veut dire que ça souligne la nécessité d'une argumentation où les émotions servent de point de départ à l'élucidation des positions ontologiques qui sont souvent à l'origine des conflits relatifs à l'usage de l'eau, à l'alimentation. Car ces conflits ne sont pas seulement des conflits d'intérêts, mais des conflits de valeurs qui supposent donc un enrichissement du débat politique et peut-être un autre type de consensus que celui que Rawls appelle le consensus par recoupement. On en parlera peut-être. Donc cette remarque, et ce sera la dernière, fait la transition avec le volet ontologique de la réflexion. Le fondement éthique de notre politique change quand on comprend, j'ai dit tout à l'heure, que la limite à mon action n'est plus seulement liée au fait que je crée un dommage à autrui, mais quand je pense que le gaspillage, la pollution, le fait d'imposer une vie diminuée aux autres hommes présents et à venir, mais aussi aux autres espèces, et de les condamner à disparaître, eh bien, quand tout cela pose un problème de justice. Poser un problème de justice, dire que l'écologie, voire la question animale dont il était question tout à l'heure, pose des problèmes de justice, ça veut dire qu'on met l'accent sur le sujet de responsabilité, sur l'homme. Et c'est moins la question de savoir si ces entités-là ont des droits que la question de remettre en question les fondements de notre droit. Les droits de l'homme, en effet, reçoivent une limite, disait Claude Lévi-Strauss, quand ils mettent en péril la survie des autres espèces. Au lieu d'être fondés sur le droit absolu de l'agent moral individuel qui use de tout ce qui est bon pour sa conservation, les droits de l'homme trouvent ici l'occasion d'un renouvellement. Penser la Terre, non pas comme un simple réservoir de ressources, mais comme un patrimoine commun, implique qu'il y a une limite extérieure à ma liberté, une limite qui n'est pas seulement liée à l'autre homme ou à la liberté de l'autre homme, mais qui est peut-être liée aux conditions d'existence des autres vivants. Cette idée exige aussi une évolution du droit. Elle est enfin solidaire d'une réflexion philosophique sur la conception de l'homme et de son rapport à l'autre que lui, qui est le soubassement des théories politiques. Autrement dit, au lieu de penser le sujet à partir de la liberté, conçue comme la capacité à faire des choix et en changer, on peut insister sur la responsabilité, mais en voyant aussi que la responsabilité modifie le sens qu'on accorde à la liberté. Il s'agit de se demander ce que disent de nous nos usages du vivant et surtout notre manière d'habiter la Terre. La réflexion philosophique pourrait se pencher profondément sur cette réflexion d'habiter la Terre qui va beaucoup loin que ce qu'on appelle d'habitude le développement durable. Il s'agit ici d'associer une philosophie de l'existence à la prise en compte de catégories qui soulignent l'importance du partage des ressources, que j'appellerais moi volontiers plutôt le partage des nourritures, justement pour ne pas parler de ressources. Loin de condamner l'humanisme, cette démarche invite à proposer une autre philosophie du sujet qui puisse servir de fondement à un autre contrat social. Tels sont les deux objectifs de ce que j'avais pensé quand j'ai écrit l'éthique de la vulnérabilité, où le sujet intègre au cœur de son vouloir vivre le souci de préserver la biosphère finie et de ne pas imposer aux autres espèces et aux autres hommes une vie diminuée. Donc là, on voit bien que c'est le sujet qui se pense lui-même autrement dans son rapport aux autres par son rapport aux nourritures et sa manière d'habiter la Terre, ce qui veut dire que l'éthique n'est pas seulement une discipline normative, mais qu'elle est liée à la dimension de mon rapport aux autres et peut-être de mon rapport aux autres espèces comprises par mon rapport aux nourritures et ma manière d'habiter l'espace. Je vous remercie. Ja, vielen Dank für die Einladung und für die Gelegenheit, hier auch ein paar Gedanken zu dem hochkomplizierten Thema, wie man in Zukunft diesen Planeten bewohnen wird, so war es ja eben formuliert, hier äußern zu können. Ich bin Sozialpsychologe
Je suis psychologue social, en fait, et je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Corinne, mais je n'aimerais pas parler d'un point de vue normatif, mais du point de vue descriptif. Donc, je souhaite exprimer mes observations. Et en fait, je ne souhaite pas vous expliquer plus qu'une histoire que je vais vous raconter. C'est une histoire d'une grande actualité. Ces 2 derniers jours, j'ai assisté à une conférence avec Dennis Meadows, c'est l'auteur du livre Limits to Growth qu'il a écrit il a 40 ans. C'est un livre extrêmement connu, donc en 1972. Donc c'est en fait le livre qui constitue en fait le livre le plus important qui a déclenché en fait un débat, une discussion écologique et qui constitue en fait un changement dans la conscience des personnes. Et lorsqu'on lit ce livre aujourd'hui, 40 ans après, en fait, on doit constater avec consternation que tout ce qu'il avait pratiquement prévu, qu'il avait expliqué est correct, c'est réalisé. Et les scénarios, même si à l'époque il n'y avait pas encore des programmes informatiques très sophistiqués, que tous ces scénarios qu'on avait établis à l'époque, qui est en fait été dépassé par la réalité empirique, et on peut dire que les scénarios décrits à l'époque étaient en fait la variante la plus pessimiste à l'époque, et la situation était encore pire. Chaque année est une année record en ce qui concerne la consommation des ressources, la consommation d'énergie et de toutes les émissions qui en résultent. Tous les ans, on se dépasse, et ça fait 40 ans quand on parle d'une nécessité de changer. La conférence était extrêmement intéressante pour moi. Dennis Meadows, qui avait donc commencé cette conférence, donc il y avait 160 scientifiques venus du monde entier, donc extrêmement important, comme tout est toujours extrêmement important. Donc Dennis Meadows a commencé en disant que le développement durable était fini. C'était en fait une illusion de croire, de pouvoir s'engager dans cette voie, car on avait déjà dépassé toutes les bornes d'une utilisation à outrance des ressources, qu'en fait, on ne pouvait plus remédier à rien. Donc il a tiré une conclusion. Il ne faut pas être d'accord avec cela, mais c'était la sienne. Il ne fallait plus discuter d'une manière de vouloir rester en dessous des 2 degrés, comment changer la société d'une manière durable. Il faut simplement parler d'un système de résilience pour pouvoir faire face plus ou moins aux catastrophes à venir, pour que les sociétés de notre type puissent sauver les meubles, disons. Les pronostics dont il n'a pas parlé, mais dont il a parlé ailleurs, sa perspective du monde futur est tellement noire qu'on ne pourrait de toute façon pas survivre avec 7 milliards de personnes. Il y aura tellement de stress, tellement de catastrophes qu'à la fin, il y aura peut-être 2 ou 1 milliard qui puissent survivre. Donc, c'est la raison pour laquelle il est important de développer une résistance à la catastrophe. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui sur tous les points, mais il était très intéressant de constater que tous les scientifiques ont réagi d'une manière assez surprenante. Qu'est-ce que vous en croyez? Qu'est-ce que vous pensez? Et en fait, ils n'ont pas du tout réagi. Personne n'a réagi. Les démographes, les spécialistes des sciences climatologiques, les personnes, les économistes, tout le monde avait sa présentation PowerPoint. Ils ont présenté leurs différentes recherches, l'augmentation des émissions de CO2. Ils ont expliqué ce que nous savons déjà, qu'il est extrêmement important de réagir jusqu'à l'an 2030 pour avoir réduit de 50% les émissions de CO2. Tout le monde a expliqué cela comme si Dennis Meadows, qui avait donc commencé cette conférence, avait fait un numéro de comédie. Comme si c'était que du vent, comme si on ne le savait pas depuis 40 ans. Et personne ne se
le mal d'engager une toute petite réflexion pour dire nous sommes tout à fait en mesure de séparer de ce que nous avons de la vie de tous les jours, que nous vivons tous les jours, dans tout ce que nous faisons. Bien sûr, la conférence de Doha qui se déroule actuellement, on ne la voit pas du tout du point de vue de l'impact sur le climat. C'est une catastrophe, cette conférence. Réfléchissez une seconde. Ces dernières 25 années, donc au bout de 17 ans, donc après la première conférence internationale sur le climat, c'était en 1995 à Berlin, COP1, il y avait environ 750 participants, donc 747 pour être précis. À Doha, il y a 17 500 participants, plus 7 500 participants des NGO et plus 1 500 personnes de la presse. Donc ça, c'est de la croissance dans un sens vraiment exagéré. Donc ces 17 conférences qui ont eu lieu ont en fait eu une croissance, un taux de croissance exponentielle aussi en ce qui concerne la consommation des ressources. Pour parler d'une amélioration du climat, 17 000 participants plus 7 500 des NGO. Ça fait 30 000 billets d'avion. Ça fait plusieurs milliers de personnes pour préparer les repas. Ça fait 20 000 chambres d'hôtel ou 30 000 nuitées dans les hôtels. Et ce qui est vraiment un paradoxe, ce sujet ne permet pas de discuter calmement, tranquillement, objectivement, si on ne tient pas compte du fait que le capitalisme en tant que système est un système parfait dans lequel l'intégration et l'absorption de toute position critique est annulée. On a complètement intégré ce système dans notre système d'exploitation normale. En fait, on a une sorte de professionnalisation de la préoccupation sur le monde. Donc voilà, c'est une industrie qui se fait des soucis. Comme à Doha, c'est d'ailleurs le pays qui a en fait les émissions de CO2 le plus élevées dans le monde entier. Donc il faut vraiment... ce seul fait est déjà absurde. Donc il y a toutes ces personnes qui disent qu'ils sont très préoccupés par le climat. Et tous les autres professionnels ici, nous sommes ici, nous ne faisons pas partie en fait de cette industrie de la préoccupation permanente et nous faisons notre travail. En fait, il est remarquable que dans ce processus, personne n'a jamais soulevé la question que la clé pour trouver une solution face à cette consommation des matières et la pollution. On ne trouve pas la solution dans la conscience ou dans leur savoir ou dans la lecture des livres, mais dans la forme concrète de la vie de tous les jours. Donc, la pratique vécue par les êtres humains, c'est en fait quelque chose qui n'a pas du tout changé d'un petit iota depuis qu'il y a tous ces livres. Et en plus, les pays industrialisés plus tard suivent la même voie, suivent en fait la même croissance maintenant comme les autres pays déjà industrialisés plus tôt. Donc il y a un parallélisme entre la conscience qui est très verte et très consciente de l'environnement et la pratique, la vie de tous les jours qui n'a rien à voir avec cela. Donc on peut dire il y a des bonnes intentions de faire ces réunions sur le climat en sachant pertinemment que ça n'amène à rien. Et en fait, il faut simplement dire qu'on est préoccupé, la situation est alarmante, qu'on ne trouve pas du tout de solution, que le monde est extrêmement compliqué. Il faut communiquer et dire qu'il n'y a pas de justice dans le monde et ainsi de suite. Il faut dire qu'on est très concentré pour trouver une solution, mais ces solutions n'existent pas.
Donc, c'est le message qui se trouve derrière tout ça. Nous voulons tout simplement laisser tout comme c'est dans l'économie, dans le social, la vie des citoyens dans les pays, car de toute façon, on peut avoir une conscience très verte et tout à fait commander une nouvelle voiture hyper rapide chez Mercedes ou chez Renault et trouver un nouvel appartement plus chic et acheter le nouvel iPhone et tous les autres appareils électroniques. Donc, il faut vraiment se pencher sur cette question de savoir comment je peux sortir de cette situation absurde. D'un côté, j'ai en fait une attitude de consommation exagérée et de l'autre côté, je veux de l'écologie, mais c'est absolument contradictoire. Merci beaucoup. Good evening. Bonsoir. Alors, je suis tout à fait d'accord que l'humanité fait face à un défi majeur et c'est justement ce besoin critique de changer de paradigme. Nous vivons dans un monde où la philosophie de base est que nous pouvons obtenir tout ce que nous voulons. Et tout ce qui est cassé, on peut le réparer. Et donc, nous avons cet état d'esprit, cette présomption, comme quoi tout ce dont nous avons besoin est disponible. Et nous pouvons l'avoir autant et aussi souvent qu'on le veut. Cet état d'esprit a été extrêmement destructeur et c'est cela qui drive des actions destructrices partout dans le monde, partout sur notre planète. Et nous allons parler du réchauffement planétaire. Et l'un des principaux drivers du réchauffement climatique, c'est la dépendance sur le gaz, sur le charbon, sur à l'heure actuelle également, c'est cet avancement vers une destruction plus extrême, y compris par exemple le fractage, et y compris cette dépendance sur les sables bitumineux à des endroits comme au Canada, par exemple, où nous regardons le contexte dans lequel le progrès, parce qu'on dit le progrès, dans lequel le progrès avance, soi-disant, et nous regardons à quel point la civilisation sur les combustibles fossiles avance. Et je pense réellement que nous devrions faire une pause et nous devrions passer en revue d'où est-ce que nous venons et où est-ce que nous voulons aller. Le moment est venu vraiment pour regarder derrière nous, pour regarder le passé. On doit regarder dans notre dos si on veut pouvoir voir le futur. Et il est très difficile de faire ceci parce que notre état d'esprit est drivé par les entreprises qui veulent générer des profits, qui ne veulent pas s'occuper des gens et des centres d'intérêt. Mais on parle de ces grandes entreprises, surtout ces entreprises qui travaillent dans les secteurs destructrices. Et nos gouvernements, par exemple, reçoivent leurs conseils de la part de tous ces industriels. Littéralement, les gouvernements consultent activement, de la même manière que les entreprises consultent les gouvernements. Les gouvernements sont un peu les bras armés de ces entreprises. Et c'est pour cela les négociations climatiques qui ont lieu, par exemple, à Doha, ne vont pas servir à grand-chose. Il n'y aura aucun résultat positif. Cela n'est pas arrivé à Copenhague, cela n'a pas eu lieu non plus à Cancun, cela n'a pas eu lieu non plus à Durban en Afrique du Sud et cela ne va pas avoir lieu à Doha non plus. Alors, la question devrait être, et si nos leaders, si les leaders politiques sont si aveugles, si aveuglés par les intérêts des entreprises, et s'ils sont si aveugles quant à la souffrance des peuples dans les rues, comment est-ce que nous, un jour, nous allons pouvoir sortir de ce paradigme, de ce problème? Alors, je ne vais pas vous donner la réponse tout de suite, mais regardons de nouveau à quel point le monde est compliqué aujourd'hui. Si, par exemple, vous réfléchissez à la réunion qui a eu lieu aux Nations Unies, ou la réunion des Nations Unies à Rio, où ils étaient censés parler de la soi-disant économie verte, il est devenu très clair lors de cette réunion qu'il fallait mettre en quelque sorte la planète sur l'étagère du marché. Il a été dit très clairement et de façon très maligne que si on ne mettait pas une valeur monétaire surtout, y compris sur la nature, qu'il n'y aurait
aucune raison, aucun enthousiasme pour préserver la nature. Je pense qu'il y a véritablement quelque chose qui va mal avec l'humanité. Nous avons oublié que nous sommes des personnes, des êtres humains, que nous ne sommes pas des machines. Nous avons oublié totalement que notre façon de socialiser, ce n'est pas quelque chose qui peut être géré, dicté par des forces du marché. Nous sommes devenus, nous, invisibles, et tout ce que nous voyons, ce sont ces entreprises, ces marchés qui nous imposent des choses dans les rues, dans les bâtiments d'État, un peu partout dans le monde. Avant que la conférence sur le climat a démarré à Doha, il y a eu un certain nombre de rapports. Un rapport, par exemple, du programme sur l'environnement des Nations Unies, un autre programme un rapport de la Banque mondiale, un autre rapport de l'Organisation de l'Agence météorologique du monde. Et tout ce qu'ils ont démontré, c'est que nous sommes en train de nous embarquer sur un chemin qui va empirer le réchauffement planétaire à un taux de 6% dans les années qui viennent. Depuis la révolution industrielle, nous n'avons atteint le niveau de 0,8%. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de prendre de la vitesse et nous sommes en train d'empirer les choses. Et ce qui est très inquiétant, c'est que l'impact du réchauffement planétaire n'est pas quelque chose qui est partagé de façon égalitaire à travers le monde. Il y a des continents tels que l'Afrique, par exemple, où ils ont 50% de plus de réchauffement planétaire que tous les autres continents. Donc, c'est une augmentation de la température de 2%, là où déjà la température moyenne s'élève à 30 degrés. Et pour d'autres parties du continent, ce sera pire. Et je ne sais pas comment nous pouvons décrire ce phénomène. Mais je voudrais dire que lorsque les leaders se rencontrent afin de parler du climat dans ces réunions sur le climat, ils refusent catégoriquement de regarder les vraies causes, les causes de base du réchauffement climatique, du réchauffement. C'est le fait de brûler du gaz, c'est le fait d'utiliser le pétrole, tout ce que vous voyez à l'écran lorsque vous ne me voyez pas. Et les négociations sur le climat ressemblent définitivement à un rendez-vous, un lieu, un forum pour simplement aider les nations qui sont pauvres, pour faire de la philanthropie vis-à-vis de ces nations. C'est pour cela que l'an dernier, un fonds pour le climat a été mis en place, mais ce fonds ne contient pas du tout d'argent. Il y a 2 jours, j'ai reçu un message de la part d'un des jeunes qui participent aux négociations de Doha. Et c'est quelqu'un qui joue un rôle primordial, qui a entendu que les jeunes nations n'ont nullement l'intention d'investir dans ce fonds parce qu'ils ne savent absolument pas à quoi va servir l'argent. Voilà, ça met en exergue véritablement l'hypocrisie qui existe. Il y a tellement de leaders autour du monde qui sont d'accord pour se réunir pour dire qu'ils ne feront rien. Ils sont là simplement pour se mettre d'accord pour ne pas faire quelque chose. Alors, maintenant, ce serait assez aisé que de financer ce fonds pour le climat. Il y a plein de façons très faciles de se faire. Et bien sûr, tout le monde sait sur quoi on pourrait dépenser cet argent. Et on n'a pas besoin uniquement de dépenser cet argent sur les nations pauvres. On pourrait dépenser cet argent partout dans le monde. Par exemple, regardez ce qui s'est passé à New York récemment avec les inondations. Regardez, si on avait un événement climatique ici, je ne suis pas convaincue non plus que vous ayez en place les infrastructures et la capacité à résister à l'impact d'un tremblement de terre ou à des crues. Au niveau de l'électricité, par exemple, je ne sais pas si vous sauriez subvenir à vos besoins en cas de catastrophe majeure. Et donc, pendant des années, nous allons dire, on va travailler quoi avec l'électricité que nous avons parce que nous sommes si dépendants. Nous dépendons de l'énergie qui ne coûte pas cher parce que nous ne voyons absolument pas d'où provient cette énergie. On prend les choses, on présume que tout nous est dû et on oublie qu'il y a un prix à payer et qu'il y a aussi une limite quant à ce que nous pouvons prendre à la terre. Et donc, comment est-ce que nous pourrions financer ce grand fonds pour le climat? Parce que moi, je l'appelle un grand fonds. L'an dernier, en 2011, le budget militaire des nations riches s'est élevé à 1,7 trillion de dollars. 1,7 trillion de dollars. C'est ça le montant qui a été investi dans des armes et dans des guerres et dans la destruction. Rien pour le réchauffement climatique, non. Il fallait détruire la capacité des gens à affronter ou à résister à l'impact de la guerre, tout ce que nous voyons autour de nous.
Vous savez, si les nations riches pouvaient couper leur budget de 25%, cela rendrait disponible environ 435 milliards de dollars par an. Ce fonds pour le climat qui a été proposé à Doha permettrait au monde d'avoir 100 milliards de dollars d'ici 2020. Rien du tout, comparé à l'argent qui est utilisé dans la destruction. Alors, je ne suis pas en train de parler des partis, disons, j'ai dit que je ne fais pas confiance aux flics, mais je veux dire je ne fais pas confiance aux partis politiques. Et je pense désormais que nous, les citoyens du monde, je pense qu'il est vraiment temps que nous déclarions, que nous disions à ceux que nous élisons que le moment est venu pour des politiques simples. Est venu. Et nous devrions se faire en tapant nos pieds, en faisant le plus de bruit possible dans les rues, sur les places publiques. Et nous devrions être inspirés par ce que nous avons vu en Afrique du Nord. Et nous devrions être inspirés par ce qui a été fait dans certaines parties de l'Amérique du Nord et de l'Europe. Nous devrions tous nous mettre d'accord que si les génocides constituent des crimes qui exigent que ceux qui ont commis ces crimes soient portés devant un tribunal international, la même chose devrait être vraie pour ceux qui perpètrent des choses néfastes par rapport à l'économie. Donc ces grandes entreprises devraient voir leurs dirigeants en prison. Toutes ces personnes qui détruisent notre planète, ces personnes-là ont leur place en prison et devraient être pénalisées. Cela servirait d'incentive pour permettre à bon nombre de personnes de changer de comportement lorsqu'il s'agit de réagir, d'agir vis-à-vis de la planète. Bon, voilà, je voudrais juste formuler une toute dernière suggestion quant à ce que nous pourrions faire. Je pense que nous pourrions également demander une déclaration quant aux droits de la planète. Dans les couloirs des Nations Unies, on en a parlé, mais il faudrait vraiment mettre ceci au devant de la scène. Parce que si nous respectons la planète, forcément, on va respecter tous les êtres humains qui sont sur la planète. On va respecter les gens, on va respecter les autres êtres humains, et ceux qui vivent et ceux qui ne vivent, et même les espèces qui ne sont pas vivantes. Nous présumons que nous sommes des êtres humains suprême et que tous sont à nos pieds. Cette mentalité-là, c'est cette mentalité-là qui va mener à notre perte, qui va nous mener à une crise et on n'aura pas de retour, pas de salut. Et je pense que le moment est venu pour que nous nous disions tous que l'on ne peut pas continuer ainsi. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup à chacun de nos panélistes. Alors, je voudrais, avant que nous ne parlions des discussions sur le climat, je voudrais revenir vers Corinne en tout premier lieu. Corinne, vous avez parlé du fait qu'il y a besoin d'améliorer les structures démocratiques. Vous avez dit qu'il faudrait prendre à bras-le-corps ces problèmes auxquels nous faisons face au niveau du changement climatique et au niveau des ressources. Je me pose la question, je me demande comment est-ce qu'on peut recevoir le mandat public pour atteindre cet objectif? Comment faire en sorte que le public soit entraîné avec nous dans le sillage de nos exigences? Dites-nous. Saisi votre question au sens où il y a deux choses. La question, c'est peut-être de compléter la démocratie représentative afin de faire entendre, si vous voulez, les intérêts des générations futures, donc qu'elle ne soit pas à chaque fois que les intérêts des générations futures, la protection des autres espèces ne soient pas toujours éclipsés par le présentisme. Mais s'agissant, donc ça, on peut, l'idée de compléter la démocratie représentative, c'est d'ajouter à ce qui existe déjà avec les députés, les sénats, et bien d'ajouter des instances ou voire un système méta-représentatif afin de voir que les enjeux écologiques ne soient pas toujours éclipsés, voire contredits. Donc la question de la compatibilité entre ce qui est fait dans un domaine et ce qui pourrait être fait pour promouvoir justement une amélioration dans la gestion des ressources, pour que cela soit fait. Donc ça, je crois que c'est déjà quelque chose. Et d'ailleurs, c'est ce pan-là de la réflexion renvoie à l'écologie politique telle qu'elle a été rénovée depuis le début des années 2000 par Bruno Latour en France, Dominique Bourg plus récemment. Mais l'idée, je crois, centrale, c'est pas seulement d'étendre le système représentatif pour faire entendre la voix de
ceux qui n'en auraient pas, mais c'est toujours les hommes qui évidemment les représenteraient, mais c'est, je crois aussi, l'idée de compléter, de trouver des choses qui contrebalancent. Voilà. Et la deuxième chose qui est dans votre question, c'est la question du public. Et ça, je crois que c'est une autre question. C'est-à-dire, je crois avoir compris ce qu'il y avait dans votre question, c'est-à-dire comment faire en sorte que les individus consentent aux changements dans les styles de vie qui sont requis afin que l'écologie cesse d'être un vœu pieux et afin que, comme l'a dit justement Harold, ça s'améliore parce qu'effectivement l'écologie est une question d'une éthique du quotidien, est une éthique des petites choses, et que justement le volet central, c'est de faire en sorte que les individus consentent non seulement à des changements dans le style de vie, mais soient heureux de ces changements. C'est-à-dire, c'est pour ça que moi, loin du catastrophisme que je trouve contre-productif, parce que le catastrophisme, ça pousse un peu au sauf qui peut la vie. Finalement, si tout est catastrophique, on a envie d'aller aux Seychelles et de manger des fraises en hiver, parce que finalement, bon. Alors qu'au contraire, si on intègre au cœur de sa manière de se rapporter à soi-même le souci pour les générations futures, si on ne peut pas vouloir que le monde s'enlaidit ou meure, et ce ne pas pouvoir vouloir ne désigne pas une contradiction logique, mais quelque chose d'aussi motivant que le désir de transmettre un monde habitable, alors, eh bien, l'individu change. Et cela, comment le faire? Sans doute, comme dit Harold, par des récits, sans doute, en tout cas, en pensant autrement le rapport de l'homme à l'autre que lui. Et je crois que, justement, l'écologie ici suit un travail qui est déjà important, qui est mené par plein de personnes aujourd'hui, en tout cas en philosophie, en éthique, en sociologie, sur l'idée qu'il y a une prise au sérieux de la corporéité, de la vulnérabilité, de ce dont nous vivons, et qui n'est pas seulement naturel, qui n'est pas seulement culturel, qui est les deux, qui est hybride et qui nous constitue. Donc là, il y a un changement de regard. Voilà. Harald Welzer, là-dessus, est-ce qu'à votre avis, les structures démocratiques, même étendues, même différentes, peuvent permettre de traiter ces problèmes, ou est-ce que les pulsions de consommation sont maintenant trop présentes, trop prégnantes dans la société pour pouvoir être contrecarrées d'une certaine manière par des structures délibératives nouvelles qui permettraient de traiter ces questions? Si je croyais qu'on ne peut rien faire, je ne serais pas là. Et il y a déjà la schizophrénie réelle ou productive, à savoir la façon dont on regarde ces problèmes-là. Je pense que d'un côté, l'évolution générale, regardée d'une manière analytique, est tellement négative qu'on peut vraiment douter pour savoir si le retour vers quelque chose de durable est peut-être encore ouvert ou non. Et de l'autre côté, et là on arrive à une situation dans laquelle on se trouve actuellement, d'un autre côté, en France, en Allemagne et dans d'autres pays riches, on vit vraiment sur un îlot de bien-être. Et les gens ont vraiment beaucoup de marge de manœuvre pour changer des choses. Tout le monde peut changer énormément de choses. Et je trouve que c'est très intéressant qu'on a oublié, avec toutes ces discussions sur le climat, on a oublié de parler des possibilités d'action, des possibilités politiques. On regarde toujours pour savoir qu'est-ce que la conférence à Rio, à Copenhague, va nous apporter, comme si c'était de là qu'il fallait venir, qu'il fallait s'attendre à un signal de départ pour dire aux gens, maintenant, il faut changer. Ce signal ne viendra pas, parce que les intérêts sont tellement conflictuels qu'on n'arrivera jamais à la grande décision pour sauver le monde. Mais les hommes et les femmes ont la possibilité, à l'intérieur de la société, à l'intérieur de leur vie privée, de leur travail, ont la possibilité de changer beaucoup de choses, notamment dans les sociétés riches et notamment dans les sociétés démocratiques et libres. Et maintenant, un point intéressant, le système parlementaire en lui-même est bon. Il nous a quand même bien guidés
idée à travers le XXe siècle, avec quelques exceptions catastrophiques, mais quand même. Et je pense aussi que la démocratie est assez forte pour perdurer dans le XXe siècle, le XXIe siècle. On a un système de croissance qui se répand d'une manière globale. C'est un système économique qui est devenu non économique en lui-même parce qu'il mange ses propres conditions préalables. Et c'est ça l'économie de croissance. L'économie de croissance consomme tout et de plus en plus vite. Et si on réfléchit pour savoir comment changer les choses, eh bien, à mon avis, il s'agit notamment dans les sociétés riches, il s'agit de ne plus acheter toutes ces bêtises, tout ce qu'on vous propose en permanence. Il ne faut plus croire qu'on ait absolument besoin de ça. On n'a pas besoin de Steve Jobs et de Bill Gates et de toutes ces personnes-là et tout ce qu'ils ont inventé. Personne parmi vous ici savait, il y a 10 ans, qu'il voulait un iPhone. Personne ne le supposait. Personne ne savait qu'il allait être quelqu'un qui souhaitait avoir un iPhone. Il ne savait même pas qu'il allait préférer l'iPhone 5 à l'iPhone 4. Personne ne savait qu'il voudrait un jour un iPad ou un SUV, donc une voiture qui pèse 2,5 tonnes pour circuler dans une ville européenne. Personne ne savait qu'il allait avoir envie de ça. Et personne n'était malheureux à ce moment-là, quand il ne savait pas encore qu'il voudra tout ça un jour. Vous comprenez ce que je veux dire? La clé de tout ça, c'est qu'à la fin, toutes les sociétés pétrolières, toutes les sociétés d'assurance, tous les constructeurs automobiles, tous les distributeurs d'énergie, toutes ces personnes-là ne sont que les sous-traitants pour ceux qui vont finalement acheter ces produits. Donc, il n'y a personne à qui s'attaquer directement quand on parle de l'atténuation du changement climatique ou comment réduire une surexploitation ou comment changer quelque chose. Comment faire pour que la Terre ne soit plus détruite? Il n'y a pas de solution à l'extérieur. La clé, elle est là. Je deviendrai même encore plus concret. Je crois qu'il y a 20 ans, on n'aurait pas encore eu de conférence avec une telle énergie comme on la produit là en ce moment, puisqu'on se voit en même temps sur des écrans, sur des écrans vidéo, il y a une régie, il y a la lumière, il y a une climatisation, il y a un microphone, il y a toutes sortes de moyens et tout cela crée notre monde dont on pense que ça doit être comme il est. Mais ce sont des foutaises. Et pour changer tout cela, il n'y a pas d'autre possibilité que de commencer par soi-même. Et encore un point, moi je suis un peu long, mais il faut vraiment que je le dise. On n'avancera pas si on n'arrête pas de dire au monde qu'il s'agit de sauver le monde du pire et qu'il faut le sauver, que l'apocalypse est imminente. Ce qui est important, c'est de savoir comment on veut vivre. Donc, il faut avoir une discussion politique positive par rapport à un avenir qui vaut la peine d'être vécu. C'est de ça qu'il faut parler. Il faut savoir ce dont on a vraiment besoin pour avoir de bonnes relations, pour avoir du temps, pour avoir des villes sans voiture, etc. Bref, ce dont on a besoin pour maintenir les standards d'une société moderne, donc le droit, la liberté, la démocratie, l'éducation, la santé.
et ce qu'on doit abandonner pour pouvoir conserver tout ça. C'est ça la question. Et elle est simple. Et si on veut maintenir ça, on n'a pas besoin de grosses voitures, on n'a pas besoin d'iPhone, d'iPad ou de salles de conférence comme celle-ci, mais on a besoin de tout à fait autre chose, à savoir d'une vision d'avenir qui rendra plus heureux avec moins de choses. Oui, pour rebondir sur tous ces points évoqués par Corinne et Harold, vous avez parlé de l'importance d'impliquer le public. Et je pense qu'on le prend pour acquis. La plupart des personnes dans cette salle s'intéressent à ces questions environnementales. C'est vrai, sinon elles ne seraient pas là. Mais le problème, c'est que c'est un intérêt minoritaire aussi. Alors je me demande, bon, vous avez dit qu'on n'a pas besoin d'iPad, mais on aimerait les avoir, donc on aime bien les vendre parce qu'on les vend beaucoup. Et je me demande pourquoi. Et quel est le lien? Bon, vous avez dit dans votre exposé pour cette conférence qu'il faut raconter une histoire positive. Et pour tous les intervenants, je m'intéresse beaucoup aux communications, au pluriel. Donc, quelle serait cette histoire positive dont vous avez parlé? Donc, vous avez dit dans votre document, donc il faut vivre dans un monde où il y a moins de produits, où on voyage moins, où on se déplace moins. Comment est-ce que l'on peut vendre cette histoire en tant qu'histoire positive? Donc, c'est une question pour tout le monde. Ce n'est pas facile d'y répondre parce que nous avons tiré une conclusion pratique de cette réflexion, à savoir il faut beaucoup de bonnes histoires. En Allemagne, on a créé une fondation qui fait quelque chose de très simple. Il s'agit de projets et d'acteurs, donc des personnes qu'on cherche et qu'on trouve pour faire les choses autrement. Donc des entreprises qui décident qu'elles ne veulent pas croître alors qu'elles se trouvent dans une société de concurrence. Mais elles disent non, on ne va pas faire ça, on trouvera une autre voie. Des initiatives qui font des community gardens ou des personnes qui créent des sociétés d'énergie, des entreprises d'énergie qui ne produisent pas seulement du courant d'une manière qui ne nuit pas à l'environnement, mais qui ne visent pas le bénéfice. Donc, ce sont ce genre de projets. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de telles choses, mais notre paysage de médias ne raconte pas d'histoire positive. On ne parle que de catastrophes, de ce qui ne marche pas, de l'incapacité des hommes ou des femmes politiques, de leur corruption. Alors que pour les bonnes histoires, pour les histoires qui concernent des possibilités de changement, de potentiel, eh bien, en fait, elles n'existent pas, ces histoires-là. Et ça fonctionne bien en Allemagne. Ce genre d'histoire, via la télévision, les journaux, etc., donc c'est comme une bouteille à la mer, comme c'est envoyé alors qu'on devrait faire autrement. On dit oui, c'est à la politique de faire quelque chose ou c'est à l'industrie. C'est toujours quelqu'un d'autre qui doit faire quelque chose et comme ça, soi-même, on n'a pas besoin de changer quoi que ce soit. Donc l'effet bizarre, c'est que les gens pensent « Waouh, ils font quelque chose ». Ce sont même des personnes tout à fait normales. Si eux, ils peuvent le faire, moi aussi, je peux le faire. Donc on ouvre de petites portes dans cette réalité hermétique et on voit une autre réalité qui se montre à l'horizon. Donc ça va à l'encontre du fait de croire qu'on ne peut rien changer. Très vite, et une histoire qui nous remonte un peu le moral par rapport à tout ce qui a été dit depuis le début. C'est possible d'en raconter une? Eh bien, heureusement, il y a beaucoup d'histoires positives parce qu'il y a beaucoup de réalités, il y a beaucoup de contexte aussi dans ce domaine. Mais si l'on veut raconter que des histoires positives ou des petites histoires, des jolies histoires, évidemment, le problème, c'est qu'on va oublier toutes les injustices et toutes les inégalités très profondes par tout le monde, dans le monde. Et je pense qu'il est important de répéter ces inégalités parce qu'évidemment, il faut une résistance au mal qui traverse le monde aujourd'hui. Donc, pour revenir
à la question du climat et du changement climatique. Donc tous les rapports publiés par les scientifiques, non pas par les gouvernements, tous les rapports scientifiques publiés par des organes publics disent que si l'on va limiter l'augmentation de la température à 2 degrés, donc à ce moment-là, on doit changer notre manière de consommer de l'énergie. Donc, il faut laisser 50% du pétrole dans le sol. Donc, il ne faut pas puiser pour trouver ce pétrole. Donc, c'est dramatique. Et aujourd'hui, on fait face à une question très critique. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas aborder cette question petit à petit. Il nous faut changer rapidement. Il faut un grand bond en avant parce que le problème, c'est que on voit que les sociétés font faillite rapidement du jour au lendemain parce que regardez les pyramides, par exemple, regardez les temples en Asie, en Amérique latine, tous ces édifices, et on ne sait pas comment les gens ont pu construire ces structures magnifiques. Et donc, il y a des civilisations comme la nôtre avec beaucoup d'autres technologies. Donc, et le problème, c'est que dans l'ancien temps, on changeait petit à petit, mais on veut changer rapidement et on doit changer rapidement maintenant. Et l'heure est venue vraiment de changer notre mentalité. Et il faut laisser le pétrole dans les gisements de pétrole. Il ne faut plus y toucher. Donc, sinon, on va droit dans le mur. Et donc, il faut trouver une manière de travailler différemment, de travailler avec d'autres énergies. Le ministère des Affaires étrangères de l'Arabie saoudite a dit que l'âge de pierre n'est pas terminé par manque de pierre. Donc, l'ère de pétrole ne doit pas se terminer parce qu'il n'y a pas de pétrole. Et nous sommes des êtres intelligents. On sait que c'est facile, c'est bon marché. Donc, le pétrole nous donne une énergie rapide. Mais le problème, c'est que le pétrole nous mène droit dans le mur. Donc, il faut faire des choix qui sont difficiles parfois. Il faut opérer des changements, mais des petits changements ne suffiront pas pour les changements dont on a besoin pour protéger notre planète à l'avenir. C'est que dans ce qu'on a dit tout à l'heure, on a suggéré, mais là je vais l'expliciter, la question que le capitalisme, comme mode peut-être de domination, est en cause. C'est-à-dire le capitalisme qui impose, disait André Gorz, des besoins toujours croissants et toujours frustrés, au sens où via un système de marketing bien rodé, il incite les individus pas seulement à vouloir de plus en plus de biens, mais à vouloir des biens que d'autres ne pourraient pas avoir, créant ainsi des pauvretés relatives. Au départ, tout le monde ne peut pas avoir la voiture, puis après, tout le monde ne pourra pas avoir de 4x4, etc. Mais donc, ça veut dire que l'anthropologie qui sous-tend cela, c'est l'idée que je suis quelqu'un quand je possède des biens que d'autres ne peuvent pas avoir. Et évidemment, l'écologie, ce qu'elle incite à penser, c'est que il faut, en tout cas, il y a cette modification, cette transformation de la subjectivité et cette idée que le capitalisme est un modèle de développement essoufflé et violent qui, en plus, est incompatible avec la prise en compte de la limite externe de toute production et puis la valeur des êtres humains et non humains impliqués. Donc là, il y a l'idée de redéfinir la place de l'économie. Et d'ailleurs, faut toujours rappeler que l'étymologie du mot économie et écologie, c'est le même, oikos, foyer. La deuxième remarque, c'est que tout cela, c'est paradoxal, mais ça met au jour l'importance de l'autonomie. Car un règlement non démocratique de la question environnementale est un règlement bureaucratique, pousse à une hétérorégulation, à un étatisme. L'État, évidemment, est important pour protéger les individus, mais les réglementations multipliées poussent les individus, les hébètent et font que les individus, qui ont pourtant un besoin d'intelligibilité important et manifeste, eh bien, ont l'impression que la rationalité des décisions leur échappe. Et dans autonomie, il y a à la fois cette idée d'un courage, d'une audace, d'une force que les citoyens ou que chacun a par la consommation, par l'achat ou le refus d'acheter, par exemple, certains produits, le refus de participer, de collaborer, si j'ose dire, à la vente de certains produits qui coûtent, par exemple, aux animaux des souffrances intolérables. Je parle évidemment de tout ce qui est lié au foie gras ou des choses comme ça. Avant Noël, je ne résiste pas à la tentation d'en parler. Mais c'est aussi l'idée de privilégier des circuits courts. Donc on voit bien que l'autonomie des individus est fondamentale, l'autonomie des publics, voire des peuples est fondamentale pour un État qui soit pas un panétatisme, disait encore une fois André Gorz, qu'à mon avis, on ne relie jamais assez. Donc voilà. J'avais une troisième idée que j'ai oubliée, donc c'est qu'elle n'est pas très importante. Bon, elle reviendra. Peut-être Sophie Julian, une de nos grands témoins.
Une petite réaction à ce qui vient d'être dit. Vous êtes directrice scientifique de l'Institut français du pétrole. Alors, est-ce qu'il faut laisser le pétrole sous terre ? Là, voilà. Donc, merci de me passer la parole. C'est pas évident. Peut-être je vais d'abord réagir par rapport aux propos qui ont été tenus, je dirais de façon assez libre. Donc vous avez parlé des droits de l'homme et quelque part ce qui me vient à l'esprit, enfin ce qui m'est venu à l'esprit en vous écoutant, la première intervenante, deux choses. C'est la question de la liberté et de la responsabilité, bien entendu. On sait bien que finalement la prise de responsabilité est au final une diminution souvent de la liberté individuelle au profit d'une vision plus large. Et ça, quelque part, c'est ce qu'on apprend quand on acquiert de la maturité, quand on passe de l'enfance à l'âge adulte. On sait bien qu'on prend de la responsabilité et que quelque part on perd de la liberté. Et peut-être que c'est notre société qui doit quelque part évoluer dans cette direction-là. Autre élément, on parle des droits de l'homme et je dirais que dans la pratique courante, souvent quand on dit à quelqu'un qu'il a des droits, il a en général des devoirs et je trouve qu'on parle souvent des droits de l'homme mais peu des devoirs de l'homme et que peut-être cette question de l'écologie, c'est là aussi une question des devoirs de l'homme. Donc après, j'ai noté des éléments autour que j'ai trouvé assez intéressants autour du système capitaliste qui absorbe toutes les contradictions et j'ai même noté qui absorbe les absurdités. Alors c'est un jeu de mots qui passe peut-être pas en langue étrangère, mais en français, je trouve que c'est assez intéressant de regarder ça comme ça. Mais en même temps, la réflexion sur les modèles de société me semble être encore en attente parce que il me semble qu'à vous entendre, il faut aussi une réflexion sur des modèles de société et que là, on est peut-être en panne de propositions, d'idées, accessibles par chacun d'entre nous. Je crois que c'est Monsieur Welzer qui a utilisé aussi un mot qui a fait tilt pour moi, il dit il faut pratiquer, et finalement ce qui a fait écho pour moi, c'est de dire s'il faut pratiquer, il faut être pratiquant et quelque part ça renvoie à des évolutions de société qu'on peut attendre ou pas. Ça c'est à chacun d'en avoir un écho. Ensuite, ce qui me paraît pas évident, c'est cette question de la culpabilisation permanente. Bon, le modèle de décroissance, j'entends bien, mais en même temps, je terminerai par mon témoignage sur quelques éléments. Il m'arrive fréquemment dans mon métier d'exposer la question de l'évolution des sciences, du passage des sciences aux technologies avec le XXe et le XXIe siècle, et du lien entre sciences, technologie et société, des questions de temporalité, c'est-à-dire qu'on voit très bien quand on étudie les sciences qu'il y a eu une accélération des découvertes et surtout une accélération de la capacité de transformer une connaissance scientifique en un objet technologique. Si on remonte à l'humanisme, à la période humaniste, puis après aux philosophes des Lumières, on voit que la question scientifique, sa déclinaison en technologie laisse le temps à la philosophie, aux réflexions de se mettre en place, et ce qui fait que la transformation en technologie finalement arrive avec une société qui est prête à l'accepter. Et on n'a pas le phénomène qu'on voit au XXe siècle, qui est une appropriation du développement technologique par certaines sociétés et qui conduit finalement à des très fortes tensions géopolitiques ensuite par l'appropriation par certains de ces technologies. Donc sur ces questions de science et de technologie, deux remarques. La première, c'est qu'il me semble qu'aujourd'hui, finalement, il y a eu une accélération des découvertes scientifiques et de leur transformation en technologie, et peut-être qu'il y a eu beaucoup plus faiblement des réflexions philosophiques, des réflexions de société, de sociologie, et qu'aujourd'hui on est en panne.
on est en panne, me semble-t-il, de modèles, d'accompagnement de la société civile vers une prise en compte, une maturité de ces questions technologiques et donc une incapacité à refuser ce modèle d'hyperconsommation. Et l'autre élément qui me venait à l'esprit, c'est quelque chose que beaucoup de gens connaissent, qui est l'accès à l'information. Parce que vous avez parlé de l'iPhone, de l'iPad, du fait qu'on n'en a pas besoin. Ceci étant, c'est vrai. Enfin, moi, mais en même temps, il y a aujourd'hui dans notre système une soif d'information. Il me semble avoir vu qu'une journée sur Internet, en termes d'information, c'est à peu près l'équivalent d'une vie au XVIIIe siècle, comme capacité d'avoir accès à de l'information et d'absorber de l'information. Et donc derrière cette question de l'information et de l'envie de chacun d'entre nous d'avoir accès à de l'information, il y a une vraie question existentielle, c'est-à-dire et auquel il me semble ne pas avoir entendu pour l'instant de proposition, qui est finalement qu'est-ce qui fait le sens de la vie. Et quelque part dans votre propos qui est un peu culpabilisant, pourquoi est-ce que je changerais de modèle de vie, de modèle de société, si on me donne pas un vrai sens qui peut me permettre de refuser la consommation pour autre chose? Merci. Peut-être Alain Coulombelle, et après peut-être on échangera avec la salle. Oui, quelques mots. Effectivement, c'est toujours un peu frustrant pour un élu qui a l'habitude de parler beaucoup, de se limiter à quelques minutes. Mais j'essaierai néanmoins, en tant qu'écologiste, pour vous dire que je sors un peu frustré enfin pas frustré, mais un peu déçu, j'allais dire, des échanges qui ont été faits à la tribune autour de la question qui nous était posée, à savoir qu'est-ce qu'habiter demain sur cette terre ou sur cette planète. Je sors un peu frustré, ou sur ma faim en tout cas, parce que il me semble à la fois que les questions, ou en tout cas le constat que vous faites, en tant qu'élu écologiste, ça fait 20, 30 ans, 40 ans que nous le faisons. J'ai lu avec intérêt d'ailleurs le papier de monsieur sur son approche de l'écologie politique via les Verts en politique. Ces questions-là, nous les connaissons, comme nous connaissons effectivement les limites de la croissance. Mais comme vous, nous sommes aussi désarmés face à la situation que le constat que vous avez fait, vous, à cette tribune, à savoir des difficultés pour annoncer ou avancer des propositions qui puissent avoir des traductions politiques incarnées. Il n'y a que peut-être chez Madame Pelluchon qu'on a effectivement des pistes qui ont été avancées sur la crise du capitalisme, ou en tout cas sur la critique du capitalisme et ce vers quoi il nous conduit. Mais dans la contribution que vous nous aviez présentée avant le débat, que j'ai lu attentivement, il y a énormément de choses qui mériteraient soit des développements, soit en tout cas des éclaircissements. Moi, j'ai lu des choses sur le rapport à la mère nature, qui a été évoqué par monsieur dans son papier, ce qui fait un peu référence aussi à tout un tas d'expériences qui se font en Amérique du Sud autour du bien vivre. J'ai lu une critique de la croissance. J'ai lu chez madame, effectivement, la nécessité d'une réponse démocratique et d'un changement de culture politique, et ça me semble effectivement tout à fait indispensable. J'ai lu également la nécessité d'un nouvel art de vivre que vous évoquez dans votre contribution, mais à ce niveau de généralité, je dirais que moi, comme vous, je ne sais pas quoi en faire. La nécessité d'un nouvel art de vivre, je pense que nous sommes beaucoup, ici, dans cette salle, à partager cette nécessité-là. Mais nous ne savons pas quoi en faire. Et c'est peut-être, pour un élu qui, comme moi, attache beaucoup d'importance, je dirais, à la possibilité d'échange entre l'élu politique et les intellectuels, de quelque horizon qu'ils proviennent, je trouve que nous avons besoin, en tout cas de votre part, d'une élucidation, d'une clarification de ce que pourrait signifier, par exemple, un nouvel art de vivre, et surtout, du chemin qui nous permettrait
de nous orienter vers ce nouvel art de vivre. Et je n'ai pas entendu ici, aujourd'hui, en tout cas ce soir, cette possibilité d'avoir un début de chemin vers ce nouvel art de vivre. Bon, alors c'est pas complètement fini non plus, hein, il reste un peu de temps. Peut-être que Harald Welzer ou Nimo Basse voudraient dire un petit mot là-dessus, et puis après peut-être qu'on prendra quelques questions. Stéphane ? Ah, d'accord. J'irai assez vite. Ach so. J'irai assez vite. D'abord, je suis toujours étonnée que les gens disent qu'ils sont frustrés, bien que le bonheur soit aussi dans la frustration, mais de temps en temps, du moins, pour nourrir le désir. Mais vous dites, vous nous jugez sur 5 ou 7 minutes. Nous écrivons tous des livres d'au moins 300 pages. Donc c'est un petit peu, je trouve, bon, mais c'est peut-être, évidemment, on pourrait discuter et développer, mais je suis toujours étonnée que les gens comme ça avouent facilement leur frustration et déplorent finalement des choses alors qu'ils sont là pour écouter et que justement nous ne faisons que donner de petites pistes pour lancer la discussion. Mais bon, je répondrai, cela dit, aux remarques de Madame, notamment quand vous dites il y a une sorte de dialectique entre liberté et responsabilité. Bon, moi je pense que cette dialectique-là, ou cette représentation un peu, cette opposition, me semble inadéquate, parce qu'il y a peut-être une tension, voire une dialectique entre liberté et obligation. L'obligation diminue peut-être la liberté pensée comme l'indépendance ou comme droit de faire ce qu'on veut. Mais la responsabilité n'est pas seulement l'obligation. La responsabilité, si on prend au sens fort ce terme, c'est une autre manière de penser le sujet. C'est une manière de renverser le sujet. Ça veut dire que le sens de sa liberté est changé. Donc elle infléchit le sens de la liberté et ça c'est tout à fait différent. Ensuite, et c'est tout à fait consonant avec cela, vous avez parlé de la responsabilité. Mais la responsabilité, peut-être ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est de penser une responsabilité, voire un contrat social qui ne soit pas seulement, qui ne découle pas seulement de la réciprocité entre les droits et les devoirs. Pourquoi ? Parce que entre nous, humains et humains actuels, nous avons, du moins quand nous sommes adultes, une certaine réciprocité entre les droits et les devoirs, une égalité, en tout cas une certaine symétrie. Mais s'agissant des générations futures, des hommes et des femmes qui ne sont pas encore nés, nous pouvons affecter leurs conditions matérielles de vie, mais eux, nous serons morts, ils ne peuvent rien. Donc il y a une asymétrie, il n'y a pas de réciprocité. De même, pour la première fois peut-être du monde, nous peut-être pouvons penser que les gens à venir auront des conditions de vie plus compliquées que nous, alors que nous savons que nous vivons mieux que nos arrière-grands-parents, en tout cas au niveau matériel et au niveau de la durée de la vie, pour la plupart de ceux qui ont la chance de vivre longtemps. Donc, je crois, là, ça veut dire que pour prendre en considération les enjeux fondamentaux de l'écologie, voire même de la question animale, parce que moi je crois qu'il y a vraiment un lien fort, même si c'est différent, eh bien, il faut penser autrement la source de l'obligation. Et donc, à la fois un contrat social qui n'est pas seulement lié à la réciprocité entre droits et devoirs, et penser autrement la source de l'obligation, ce qui peut pousser l'individu à consentir à ces changements, parce que le consentement est nécessaire. Donc, dans la mesure où on ne peut pas toujours se confier à une sorte de bureaucratisation, donc ça veut dire que justement la responsabilité est le cœur de cela, peut-être aussi une sorte de justement, et c'est le troisième point, quand vous dites il faut accompagner la société civile, mais la société civile n'est pas comme un malade en fin de vie. Moi je crois que la société civile, elle n'attend qu'une chose, d'abord elle est très dynamique. Quand on s'occupe, ça a été mon cas longtemps, et c'est encore mon cas encore des associations de malades. Il y a des îlots éthiques formidables, des associations qui font preuve d'une créativité incroyable. Souvent, les institutions, les élus ou d'autres sont à la traîne. Donc la société civile, elle a de la créativité. Ce qu'il y a, c'est, comme le disait le philosophe John Dewey, c'est des publics. Et ils ne font pas un public. Ils sont un petit peu éparpillés, conscients que liés au fait que certains individus sont conscients de subir les conséquences
conséquence souvent indirecte des technologies et tout ça, et c'est ça qui vient Internet. D'ailleurs, ils échangent via Internet des savoir-faire, etc. Mais et pour finir, moi je dirais quand même, on dit il n'y a pas de piste, il n'y a pas de proposition, tout le monde dit cela. Moi je pense qu'au contraire, nous sommes à une période assez fantastique pour les philosophes, parce que l'écologie en particulier met au défi beaucoup de nos catégories. Donc nous oblige à affiner nos catégories, à tester les théories, à innover et à résister à justement aux lamentations un peu pénibles dont en France on est champion. Et justement là il y a une créativité et une audace. Et moi je dirais l'imagination, l'audace sont peut-être ce qu'on peut recueillir. Alors évidemment l'imagination, l'audace, ça demande pas mal de pages et pas 3-4 minutes. Mais bon, je m'arrête. Merci. Peut-être très rapidement, très vite, 2-3 réactions à ce qui vient d'être dit, parce qu'après, ce serait bien qu'on passe. Oui, peut-être directement pour poursuivre. D'abord, par rapport à votre première déclaration, la question de savoir d'où viennent les changements dans la société. Il faut bien le dire, les sociétés modernes de notre type, donc l'Allemagne, la France, l'Amérique du Nord, etc., en allant jusqu'à l'Internet. Donc les 50-60 dernières années, il n'y a pas eu d'innovation, malgré d'énormes investissements dans la recherche, malgré d'énormes subventions dans l'industrie. Tout ce qui est important, qui commence à changer les sociétés, n'est pas venu de là, mais est venu de la société civile. Donc des idées comme le partage de voitures, le covoiturage, ou les vélos publics, ou des projets d'habitat à plusieurs générations, ou alors l'agriculture écologique, tout ce qu'on discute actuellement, tout ce qui pourrait être pertinent pour l'avenir. Tout ce qui est la propriété, etc., toutes ces choses-là viennent de la société civile. Ça vient d'en bas vers le haut. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans la société civile, il y a plus de compétences, d'intelligence, de créativité que dans les institutions. Donc, la société civile pense toujours en dehors de la boîte et pas que dedans. Et c'est pour ça que c'est un point intéressant. La politique devrait s'en rendre compte de toutes ces compétences, de la créativité et de toutes ces capacités qui existent dans la société civile. C'est pour ça que ce que vous avez dit en tant que politique vert, je le trouve absurde, vraiment, parce que vous êtes celui qui devrait développer des concepts politiques avec les connaissances qui existent. Et vous êtes là et vous dites, ah bon, les producteurs de connaissances ne donnent pas assez d'idées. Si vous dites en même temps que vous connaissez les limites de la croissance, et probablement vous allez dire que vous le connaissez déjà depuis 30 ou 40 ans, j'aimerais savoir pourquoi, en tant que Verts, vous continuez à faire de la politique d'illusion. Donc, comme les Verts en République fédérale allemande, que j'estime beaucoup, je viens moi-même de ce mouvement. Donc, ils essayent de faire comprendre aux gens qu'on pourrait arriver à une société durable sans perdre en bien-être, sans réduire quoi que ce soit, sans changer radicalement tous les équilibres de revenus. Ils parlent tout le temps d'équilibre vert, de situation gagnant-gagnant, mais c'est pas la peine de rire comme au Parlement. Écoutez plutôt. Je trouve ça vraiment absurde, cette attitude, parce que vous, en tant qu'homme politique, vous ne savez pas écouter ce qui vient de la société civile. C'est ça le problème. Vous continuez avec votre programme et vous refusez de voir la réalité. Aware, after hearing those two responses.
Alors, après avoir entendu ces deux réponses, à mon avis, je n'ai pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Néanmoins, je voudrais dire que la beauté de ce genre de réunion, de discussion, ce n'est pas que nous soyons d'accord sur tout. Au contraire, ce qui est vraiment important, c'est que nous ayons la possibilité de développer nos réponses par rapport à ce qui a été dit, par rapport à ce qui a été partagé. Pour moi, l'une des choses les plus importantes dans mes luttes, parce que je suis un activiste pour obtenir la justice, c'est simplement de faire en sorte que tout le monde dise non à au moins une chose. Parce que lorsqu'on est prêt à dire non à quelque chose, nous pouvons tous développer nos récits sur comment nous voulons réagir. C'est à nous tous de développer notre propre récit de résistance, de réponse et notre idée de ce qu'il faut faire. Je pense que la société civile est trop civile, trop civique à l'heure actuelle. On devrait être plus incivique. On devrait réagir par rapport aux situations auxquelles on fait face. Lorsque Copenhague a échoué en 2009, la Bolivie a demandé aux citoyens du monde de clamer qu'il fallait une conférence pour les citoyens et non pas pour les gouvernements et les politiques. Et ils ont élu Cochabamba en avril 2010. Et au bout de 2 jours, des idées concrètes ont été mises sur pied afin de voir comment lutter contre le réchauffement climatique. Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Cette solution a été présentée aux Nations Unies, a été présentée à toutes ces délégations gouvernementales, mais tous les politiques ont choisi d'ignorer les accords des peuples sur ces questions. Et donc, vous voyez, à l'heure actuelle, je pense que le véritable défi est comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les citoyens soient entendus. C'est ce qu'on me dit lorsque je suis chez moi au Nigeria. C'est ce que je dis aussi partout où je vais. À mon avis, même si on aime bien nos politiques, nous avons la souveraineté de nos pays. À nous de faire entendre nos voix. Les vraies actions, les vraies solutions peuvent être mises en œuvre. Et on n'a pas besoin de se contenter de la fiction que les industries poussent en avant en permanence. On va peut-être prendre des questions dans la salle, s'il y en a. Oui, ici. On l'a pas vu. Ça marche pas. Voilà. Moi aussi, je suis un élu écolo, et je me pose plusieurs questions. Je ne nie pas qu'il y a un problème au niveau des politiques des États, mais je constate aussi, par exemple, la Fondation de France soutient depuis 10 ans des projets pour faire de la concertation dans les conflits environnementaux. À chaque fois, ou 9 fois sur 10, l'évaluation de 10 ans de financement, c'est les citoyens se mettent d'accord entre les partis en dessous des lois de la République. Donc je m'interroge quand même sur les bienfaits de la concertation par rapport à des objectifs politiques qui ont été votés à l'Assemblée nationale par rapport à ça. Deuxièmement, sur une autre approche qui est celle de l'éducation. Je pense que notre système éducatif est vraiment à refonder. Il y a un vrai problème de fond. Par exemple, les médecins savent très bien que fumer, ça donne le cancer, mais on rencontre encore pas mal de médecins qui fument. Donc c'est pas simplement une question de connaissance qu'on a, c'est simplement comment on s'engage à changer de comportement. Ça, c'est une question de fond, et c'est pas simplement aussi comme des fois certains auteurs contemporains de la psychologie sociale nous disent il faut aller sur une soumission librement consentie. C'est un peu la mouvance sur les théories de comportement, mais c'est aussi sur le plaisir de s'engager à faire des choses. C'est vrai que par rapport au discours moraliste sur la société qui est en catastrophe, qu'on va tous mourir, c'est une chose, mais comme Harald
Welser le disait, je pense qu'il faut aller pour présenter un peu plus les plaisirs de s'engager. Et c'est vrai que là, en France, moi je trouve que la recherche universitaire est déficiente, en particulier sur le volet de l'éducation à l'environnement. À Lyon, on va accueillir au mois de mars 2013 les assises françaises de l'éducation à l'environnement. Quand on compare ce qui se fait au niveau de la recherche universitaire internationale sur ce domaine-là par rapport à ce qui se fait en France, je reste quand même dubitatif là-dessus. Et donc, il y a la question quand même que je pose, c'est comment vous voyez une éducation qui peut me donner des pistes à une nouvelle société, autre que simplement de la transmission de connaissances qui reste encore le modèle dominant de l'éducation. Comment emporter l'adhésion, en quelque sorte, qui veut réagir, répondre? Oui, je partage votre diagnostic sur l'université en France qui ne va pas très bien, mais en tout cas qui tient pas, qui ne saisit pas la chance qui lui est faite de peut-être s'ouvrir à devenir utile, quoi, et s'ouvrir à l'univers. Donc ça, je suis d'accord avec vous, mais peut-être faudrait-il changer les modalités du recrutement, car ce sont les individus qui font les institutions. Donc, et là, il y aurait peut-être des choses à dire, mais il faudrait une autre table ronde. Mais bon, en tout cas, c'est vrai qu'il y a un retard. Après, pour l'éducation, on peut quand même, sur les questions environnementales, sur tout ça, c'est quand même, je crois, un traitement transversal qui convient. C'est-à-dire que vous avez raison, mais de signaler la question du plaisir à s'engager. Mais par exemple sur l'environnement, qui est, on l'a dit plusieurs fois, qui est une éthique du quotidien. Enfin sur, par exemple pour l'alimentation est fondamentale. Et l'alimentation, la nutrition et l'enfant pauvre de la médecine, alors qu'elle était fondamentale chez Galien et Hippocrate, elle est assez peu. Il n'y a pas tellement de transmission des savoir-faire et il n'y a pas une vraie réflexion sur l'alimentation, alors que ce serait fondamental pour justement un traitement transversal qui touche à la fois à l'élevage, à l'agriculture, à toute la manière de produire ce qu'on consomme ou consomme ce qu'on produit, comme disait Gortz. Mais enfin, en tout cas, quelque chose de très important. Mais là encore, je crois qu'il y a des petites choses qui se font dans la permaculture et des petites choses qui se font, mais comme ça, de manière locale et par des individus. Et c'est vrai qu'il faudrait peut-être inciter un mouvement plus large. Mais en même temps, quand ça vient d'en haut, imposé par l'État, moi, je ne sais pas, je suis un petit peu sceptique vis-à-vis de ça. Peut-être une impulsion, mais peut-être l'idée d'un traitement transversal, peut-être l'idée aussi de faire entrer les sciences, de faire entrer les questions dites de bioéthique, les questions d'écologie dans les programmes, à l'école, évidemment à l'université. Donc ça, c'est. Et sinon, pour le dernier point, vous avez parlé de la concertation, mais je pense que la participation, en tout cas, il existe des procédures de participation mises en place depuis les années 80 et qui marchent assez bien, les conférences de consensus, mais évidemment, ça ne suffit pas aux conférences de citoyens, mais c'est assez différent de la concertation. Souvent, la concertation, me semble-t-il, il y a quand même l'idée des citoyens qui vont peut-être se mettre d'accord, mais il n'y a pas l'évolution des points de vue. Alors que dans les conférences de citoyens, dans les procédures, quand c'est bien fait, il y a l'idée qu'il y a une formation à des débats contradictoires d'un panel de citoyens représentés. Et quand même, ça marche pas toujours bien, mais ce qu'on peut remarquer, c'est que les individus adoptent non pas des points de vue corporatistes, mais sont sensibles à ce qui pourrait être universalisable, en tout cas viser un bien commun qui se fait, qui est pas a priori. Et donc, je crois que la concertation, c'est peut-être un peu le contraire de ce qu'on est amené à faire si on veut un peu plus de participation. Et s'agissant des conflits écologiques, je l'ai suggéré tout à l'heure, ils ont ce site singulier que il est très difficile de trouver un désaccord raisonnable ou un consensus simplement en trouvant les points de vue qui se chevauchent, les résultats des opinions, puisque ça met en jeu des conflits de valeurs, des manières différentes de penser, de se penser dans la nature, dans l'usage des écosystèmes, et c'est pour ça qu'il me semble qu'au niveau politique, la théorie des parties prenantes, d'ailleurs il y a un philosophe américain qui a appliqué à l'écologie la question de la
les parties prenantes, mais on a aussi dans la gestion de l'eau, depuis qu'elle existe, à ma connaissance, depuis 92 en France, il y a cette idée de, pas seulement des élus, mais aussi des usagers, et l'idée, l'essentiel, ce serait justement d'inviter chacun à expliciter les positions qui sous-tendent souvent de manière implicite ces positions idéologiques ou écologiques, et ces valeurs ou ces positions ontologiques qui les sous-tendent, souvent elles s'expriment par l'émotion ou par des valeurs esthétiques. Et donc l'idée, c'est justement, encore une fois, que l'écologie pousse à un enrichissement du débat politique, et il faudrait peut-être se saisir de cela, et c'est ça l'idée, que les passions politiques doivent changer, que la culture politique doit changer, avec au cœur, ou plutôt à l'horizon, l'idée d'une autonomie, mais plus riche que peut-être ce qu'on a, plus audacieuse que ce qu'on a l'habitude de dire par autonomie. Mais il me semble que c'est très différent de la concertation. Voilà. Merci. Une autre question ? Oui, je voudrais poser juste une petite question. Je trouve que vous n'avez pas assez saisi la planche que vous tendez, madame, tout à l'heure, qui, à mon avis, pointait le doigt sur le véritable problème. Parce que quand on regarde du côté, quand on voit des intellectuels se faire reprocher par des hommes politiques de dire des choses pas convaincantes, et quand on entend des hommes politiques élus écologistes qui ont le toupet de montrer qu'ils ne sont pas écoutés ou je ne sais pas quoi, alors que ça fait 30 ans qu'ils participent à la vie politique et le débat n'a pas beaucoup avancé, donc ils devraient plutôt réfléchir sur leur propre incapacité. Et moi je vois dans les deux, je vois un lien entre les deux. C'est parce que ni les uns ni les autres, vous n'essayez de dénouer ce qu'encore une fois disait madame, c'est-à-dire que ce qui est inextricable, c'est pour ça qu'on a du mal à avancer, c'est le nœud entre la science et la technologie, qui a beaucoup changé. Or, je ne vois pas dans vos propos, enfin pas bien évidemment dans les limites de minutes qui vous sont concédées, une réflexion épistémologique, c'est-à-dire sur le fait que la science ne peut pas ne pas résoudre les problèmes qu'elle sait résoudre. C'est déjà Antonio Gramsci qui le disait. La science résout tous les problèmes qu'elle peut résoudre. Pour le dire rapidement, elle n'a pas d'état d'âme. Donc nous devrons réfléchir sur la faiblesse de la philosophie, de la religion, de la morale, de la politique, à pouvoir effectivement faire ralentir ou décélérer effectivement la science qui, elle, peut résoudre tous les problèmes, avec la nouveauté que la technologie, aujourd'hui, est immédiatement indexée à la science, et même parfois la précède pour le transformer en produit. Et là-dessus, ensuite, il y a le discours, effectivement, du capitalisme que citait Corinne tout à l'heure. Donc ma question, c'est, ne pensez-vous pas que vous avez un petit peu négligé la dialectique scientifique, quoi, qui me semble être au cœur de la question? Albelzer Na, sur la science et la technoscience, donc. Ich bin nicht sicher, ob ich das verstanden habe. Je ne suis pas sûre d'avoir tout dit, mais je ne pense pas qu'on est là pour parler des problèmes scientifiques. Vu le questionnement des raisons pour le réchauffement climatique, vu les données qu'on a sur la consommation des ressources, les émissions, tous les indicateurs qui nous indiquent que la planète se dégrade de plus en plus, que les conditions de vie se dégradent de plus en plus, où est le problème scientifique? Il n'y a pas un problème de savoir, il y a un problème, il y a un manque d'actuation, d'agir, et ceci est lié au fait que nous n'avons pas une culture, une forme sociale qui est capable d'avoir une démarche de réduction. Nous sommes dans une culture qui est basée sur le fait que le progrès est de l'expansion, qu'on augmente le progrès, qu'on augmente la mobilité, la prospérité, qu'il y a une augmentation quantitative de la nourriture et ainsi de suite. Donc il n'y a aucune idée culturelle qui nous indique le chemin à l'inverse, de pouvoir vivre et de faire tout avec moins. C'est un problème culturel et la science n'a même pas de réponse à cela. Pourquoi? Parce qu'elle est elle-même part de ce problème.
Donc en fait, il est né dans ce problème culturel où elle a en quelque sorte été le moteur. C'est la raison pour laquelle les scientifiques ne font aucun travail de transfert. Il n'y a pas non plus de scientifiques qui font des recherches sur la climatologie et qui arrêtent de prendre l'avion. Non, non, ils prennent beaucoup plus souvent l'avion pour participer à des conférences sur le climat, pour dire toujours la même chose. En fait, c'est ça le problème. Et en ce qui concerne l'éducation, l'éducation est importante, mais elle ne sert à rien si je me base uniquement à un transfert d'informations pures. Lorsque j'ai créé une école, une université, ou bien prenons un autre cadre de transfert de savoir dans lequel on consomme énormément d'énergie, on ne fait pas d'économie de rien, je peux me forcer à raconter pendant des heures toutes les conséquences négatives de la dégradation de l'environnement. Si je ne le vis pas, ça ne sert à rien. Par exemple, en Allemagne, il y a des écoles qui ont un modèle, un concept différent, qui font leur nourriture, qui ont un propre jardin pour cultiver leurs légumes, donc qui fabriquent, disons, leur repas, et donc les enfants apprennent à traiter avec respect les ressources. À ce moment-là, je peux leur transmettre une notion de la valeur des ressources. Et c'est pas la peine de leur raconter cela pendant des heures, parce que tout ce que les hommes ou les femmes font est souvent beaucoup plus clair. Tout ce qu'ils comprennent, c'est grâce à la pratique. Mais ça, je reste toujours relative et n'est jamais aussi bien enracinée dans l'être humain que la pratique. Et notre système est donc axé sur l'expansion, et donc c'est la raison pour laquelle sur le niveau cognitif, on ne peut rien changer. Donc il faut changer la vie de tous les jours dans la pratique pour pouvoir comprendre tout cela. Sinon, on ne peut rien changer du tout. Et du point de vue scientifique, je dois dire, donc la science ne peut rien apporter. Je ne connais aucune université en Allemagne ou en France qui vit l'exemple de la durabilité de l'environnement. À ce moment-là, les choses commencent à changer. Mais de raconter toujours la même chose, théoriquement, ça ne change rien. Oui, moi je pense que c'est une question, vraiment, c'est une remarque très pertinente, parce que ça me rappelle vraiment le point de départ de Hans Jonas, de ce livre, Le principe responsabilité. C'est vraiment les transformations de l'agir liées à la technique et à la science qui font que nous sommes dans une situation inédite et que l'éthique traditionnelle peut-être ne suffit pas. Donc c'est vraiment fondamental, et nous sommes sortis du contexte qui était celui des Lumières, ce qui ne veut pas dire que tous les idéaux des Lumières soient obsolètes, au contraire, mais ça c'est vraiment très important. Et Jonas disait qu'à ce pouvoir parfois prométhéen de la science et de son couplage avec la technique devait répondre une responsabilité également hyperbolique, et dessinant une éthique qui est une éthique de l'autolimitation. Alors maintenant, à partir de quoi et qui va décider des limites? Ça, c'est le problème, et c'est pas sûr qu'il puisse totalement y répondre, mais en tout cas, il pose sans arrêt la question. Et de même, il y a cette idée, je crois, quand même, qu'il faut séparer, malgré tout, la science fondamentale, qui est liée à la curiosité, et qui est et Jonas le dit lui-même, c'est un progrès et c'est bien. Et là, justement, qu'il y ait de la curiosité, de l'indéterminé, c'est toujours bien. Alors que la technique ou la science, dans ses applications, a quelque chose qui peut être ambivalent. Et là, justement, cela nous oblige à savoir si nous voulons mettre sur le marché tout ce qui est techniquement possible. Et c'est ça. Et donc, ça renvoie, là encore, ça fait encore basculer la réflexion sur ce que nous voulons être, ce que nous voulons faire, et comment décider, comment délibérer pour cela, comment le faire, justement, de manière démocratique.
Eh bien, je pense que c'est une question très large, mais je voudrais essayer de limiter un peu cette question par rapport à la science et la société, le lien entre la science et la société, et la science et le changement climatique et tout ce qui est disponibilité de ressources. Je pense que l'écart entre la science et la société se creuse. Et en ce qui concerne les tentatives de répondre à cette problématique de réchauffement climatique, c'est vrai que la science aurait dû être un allié dans cette lutte contre le réchauffement climatique. Mais le problème, c'est que beaucoup de scientifiques et beaucoup d'articles scientifiques sont mal appliqués et en fait sont appliqués à l'encontre de cette lutte contre le réchauffement climatique. Évidemment, les scientifiques ont l'habitude de produire des solutions qui sont fausses et c'est pas forcément parce que les scientifiques n'ont pas trouvé des solutions utiles, c'est plutôt parce que, en raison de ces développements ou ces évolutions qui sont sponsorisées par des entreprises qui veulent poursuivre leur travail basé sur le même modèle économique plutôt que de changer les choses. Donc, plutôt que d'arrêter les émissions de carbone, on pense au charbon propre maintenant. On parle du charbon propre. On parle aussi du piégeage de carbone. On parle aussi de la fertilisation des océans. On parle de géo-ingénierie. On parle de toutes ces choses pour couvrir le soleil, etc., pour arrêter le problème avec la couche d'ozone. Donc, tous ces articles scientifiques ou toute cette recherche scientifique est sponsorisée par les grandes entreprises, mais en fait n'apporte pas forcément des solutions aux problèmes que l'on aborde. Et lorsque l'on parle, par exemple, de l'alimentation au monde, on parle de nourrir l'Afrique, mais les Africains n'ont pas assez de nourriture. L'Afrique est un continent qui a faim, donc on voit ces affiches partout. Et c'est un argument qui n'est pas forcément fondé sur le fait qu'il n'existe pas de nourriture. C'est un argument qui est fait pour alimenter l'industrie de biotechnologie pour que l'on puisse planter des OGM partout en Afrique. Donc, évidemment, les entreprises travaillent avec les scientifiques et aiment bien travailler avec les scientifiques parce que les scientifiques donnent des données, des faits. Mais le problème, c'est que les scientifiques sont très biaisés parfois et du coup, on passe beaucoup de temps à essayer de contrer ces ruptures scientifiques qui ne vont pas forcément dans notre sens. Et encore une fois, donc il faut essayer de retrouver notre souveraineté par rapport à toutes ces structures sociales, ces structures scientifiques. C'est vraiment là le grand défi de notre société. D'autres questions ? Oui. Oui, je me présente, Pierre Mériot, conseiller régional écologiste aussi en Rhône-Alpes. Donc je vais essayer de relever un challenge qui est d'intervenir après mon collègue Alain Coulombelle qui manifestement s'est mal fait comprendre. Je voudrais juste illustrer parce que rester sur une dichotomie entre les intellectuels et la société civile aux mains blanches qui regardent les politiques mettre les mains dans le cambouis et qui constatent après coup que ça ne marche pas, on ne sait pas faire, on est mauvais, etc. D'abord pour nos amis étrangers, j'ai beaucoup apprécié les interventions de M. Welzer et de M. Bisset. Je voudrais quand même rappeler qu'en France, il y a une contre-vérité qui a été dite tout à l'heure. On dit les écologistes occupent la place publique. En France, au pouvoir depuis 40 ans, vous avez eu un ministre et demi pendant 5 ans. Et ensuite, depuis 6 mois, vous avez 2 ministres, sachant que dans un gouvernement en France, il y a 40 ministres. Donc voilà, le poids de l'écologie politique au pouvoir, c'est ça à l'échelon central. Après, dans les régions, c'est autre chose. En Rhône-Alpes, pour donner une information factuelle, nous sommes 37 conseillers écologistes sur 100 dans la majorité. Et pourtant, il y a 2 mois, dans cette même salle, nous avons essayé de faire passer une mesure que je veux vous détailler, ça ne va pas prendre longtemps, c'est pour illustrer le gap entre notre volonté d'agir politique et ce que la société accepte ou n'accepte pas, parce que c'est ça le problème en ce moment. Nous avons essayé de faire passer une augmentation de 1 centime d'euro par litre d'essence de ce qui s'appelle la taxe, la TICP, la taxe sur le carburant qui revient aux régions, pour faire passer cette taxe, donc de 1 centime d'euro de plus, ça coûtait en moyenne 12 € de plus par an pour chaque personne qui a une automobile et qui se déplace en Rhône-Alpes. Donc 1 € par mois. Nous n'avons pas réussi. Nous, écologistes, nous avons été les seuls à voter ça. Pourquoi ? Parce que la majorité culturelle que nous avons sans doute ici dans cette salle assez facilement, nous ne l'avons pas du tout à l'extérieur pour les raisons qui ont été analysées tout à l'heure. Mais nous avons besoin,
Pour arriver à affronter le défi climatique, nous avons besoin de 60 millions d'euros de plus que nous apportait cette taxe pour investir sur les transports ferroviaires qui sont les transports efficaces énergétiquement, etc. Nous n'avons pas pu faire passer cette mesure parce que simultanément, le gouvernement central, vous le savez, avait décidé de baisser l'essence de 3 centimes d'euros par litre et nos camarades socialistes ont estimé qu'on ne pouvait pas donner ce message-là alors que le gouvernement central venait de baisser de 3 centimes. C'est dérisoire, j'en conviens. Quand on regarde ça de l'extérieur, on peut penser que c'est dérisoire comme combat. Mais néanmoins, face à nous, nous avons le mur des médias qui, au même moment, mobilisaient les citoyens littéralement par interviews répétées en train de pleurnicher sur la hausse du coût de l'essence sans aucunement mettre ça en perspective avec le défi climatique. C'est ça la réalité. Et c'est, je pense, ce dont parlait Alain tout à l'heure pour dire la difficulté du chemin que nous avons à faire parce que nous partageons un certain nombre d'idées, de valeurs, etc. Mais pour aller trouver un chemin concret, nous avons besoin de l'appui des citoyens. Et l'appui des citoyens, il est où pour nous quand on dit, je me rappelle très bien que les Grunen ont perdu la moitié de leur capital électoral une certaine année quand ils ont fait une campagne en disant qu'il fallait multiplier le prix de l'essence par 2. Donc évidemment, nous écologistes, même si nous pensons profondément qu'il faut multiplier le prix de l'essence par 2 le plus vite possible, nous n'allons plus le dire sur la place publique, c'est vrai. Alors il faut faire de la pédagogie autrement, et on fait de la pédagogie autrement. Ici, nous avons voté plusieurs centaines de milliers d'euros pour une initiative Yasuni, qui est à l'autre bout de la planète, qui ne nous concerne pas directement, nous Rhône-Alpins, mais nous avons voté pour que Yasuni n'exploite pas son pétrole et ne détruise pas un environnement magnifique. Nous avons voté, et c'est Alain qui l'a défendu, 250 000 euros de solidarité internationale sur la Palestine, les territoires occupés de la Palestine, et c'est pas rien en France de voter 250 000 euros pour la Palestine. Voilà, des initiatives très concrètes. C'est ça que je voulais dire. C'est ça la difficulté. Ce qui nous manque, c'est la mobilisation des citoyens. Moi, je m'interroge toujours, ça fait plus de 20 ans que je m'intéresse à la politique, ça fait que 2 ans que je suis élu. Je m'interroge toujours pour savoir pourquoi il y a aussi peu de gens en France qui s'intéressent réellement à la politique. C'est-à-dire qu'ils vont demander des comptes à leurs élus. Nous, on fait des réunions de compte rendu de mandat régulièrement. À part nos militants et nos adhérents, il n'y a personne. Moi, ça m'interroge. Voilà. Une réaction à ce qui vient d'être dit ? Oui, c'est une très bonne situation lorsque les hommes politiques se posent la question pourquoi les gens ne m'aiment pas ou pourquoi personne ne vote pour moi. Bon, je vous donne une recommandation. En fait, je pense que vous devez peut-être raconter une autre histoire. Vous devez arrêter de dire ce que vous souhaitez éviter, ce que vous voulez, à la limite, bloquer en réaction. Vous devez raconter des histoires aux gens, comment on peut et comment on souhaite vivre dans une société moderne. Quel est l'objectif d'une société moderne? Pourquoi payer une charge sur l'essence? Si vous donnez une explication négative, évidemment, les réactions sont négatives. Et si vous dites il faut trouver une nouvelle approche, il faut peut-être réinventer la mobilité parce que le monde ne veut plus de voitures car on souhaite plus de qualité dans la vie parce qu'on n'écrase plus les gens, parce que les villes vivent plus, parce qu'il y a plus de place, on respire mieux. Donc, à ce moment-là, je pense que ça peut passionner les gens parce que c'est un projet positif que vous présentez. Mais la politique dans le monde occidental a arrêté de désigner les choses et de dire à quoi les choses servent parce que le status quo, c'est la seule chose qui les intéresse. On veut garder ce qu'on a. Et la politique verte a un problème parce que c'est une politique en opposition qui réagit à quelque chose. On souhaite combattre ceci, on veut aller contre l'endommagement, mais on n'a jamais proposé une vision, une utopie de la société. Et c'est ça ce que les gens ne veulent plus. Le status quo, on ne peut plus le payer et les gens le savent très bien. C'est mieux que les hommes politiques. C'est la raison pour laquelle les hommes perdent de crédibilité. Et je pense que vous ne proposez pas assez de vision, d'émotion, des choses avec lesquelles les gens peuvent s'identifier. Merci. On a le temps encore pour une question ou deux, peut-être? Oui. Does it work? Ça marche? Ah. Allô? Oui, je voulais dire, on a du mal quand même à être optimiste. On n'a pas parlé du tout du fait que
on est 7 milliards, il y a 1,5 milliard qui vivent comme nous, mais il y en a 6,5 milliards d'autres qui rêvent de vivre comme nous. Pour dire ça autrement, est-ce que le monde ira mieux si 80 millions d'Allemands roulent en vélo, si 7 milliards rêvent de rouler en Audi? On va peut-être prendre une deuxième question avant de répondre à tout. Il y avait quelqu'un là-bas qui voulait poser une question depuis longtemps. Donc ma question, du moins une certaine forme d'affirmation, c'est que finalement, comme le disait Monsieur Vaughan, après ces nombreuses interventions, on est toujours tous d'accord, on est toujours très content d'être ici, on partage vos idées. Donc merci d'avoir donné des mots et des concepts. C'est pas une moquerie du tout, parce que je vois des gens qui commencent à rigoler. Merci d'avoir donné des mots, des concepts à ce qu'on pensait déjà finalement, qu'on n'avait peut-être pas eu le temps de développer. Mais le scepticisme est... Harald Welzer, peut-être ? Oui, en fait, les structures que nous connaissons et nos conditions de vie qui nous permettent de vivre dans les pays riches vont forcément changer. Donc, c'est clair. Il y a une forte pression sur les sociétés de notre type maintenant et dans les décennies à venir. Et cette pression va augmenter, pas simplement à cause du changement climatique, mais à cause d'autres raisons, d'autres dégradations écologiques ou extraordinaires ou des problèmes dans les systèmes financiers. Et c'est ça. C'est exactement ce qu'on avait prévu il y a 40 ans, que les sociétés seront sous pression, qu'il y aura du stress. Et c'est ce que se passe. Et donc, notre marge de manœuvre d'agir est réduite à cause de ces facteurs de pression. Donc, il faut se poser la question. Est-ce que je souhaite que ce changement s'opère ou est-ce que je regarde à ce partage entre des très forts et des très, très faibles et je me frotte les mains pour pouvoir dire, tiens, je suis du bon côté, je suis parmi les meilleurs des forts, ou est-ce que je dis, je veux intervenir d'une manière proactive pour accompagner ce changement en disant j'ai une responsabilité car nous avons en fait un avantage historique, une injustice historique. Nous avons acquis des connaissances et un héritage que les autres n'ont pas. Donc les sociétés de notre type ont des possibilités d'aménager, de créer des choses. Ils ont cette responsabilité d'accompagner ce changement d'une manière proactive pour que ça devienne meilleur. Autrement, les structures vont se casser, vont se détruire. En ce qui concerne les 80 millions de cyclistes en Allemagne, je souhaite dire un dernier mot. C'est un très, très bon argument parce que l'effet de l'humour est toujours extraordinaire. On peut rire. Mais l'argument sous-jacent est différent et faux. Pourquoi serait-il faux que la 4e nation industrielle du monde montre au monde comment vivre une autre forme de mobilité, de gagner en qualité de vie et de réduire la consommation des ressources? Ce n'est pas une erreur, c'est une sensation, c'est sensationnel et c'est bon. Et l'autre argument, que tous les autres souhaitent imiter notre style de vie, pourquoi ne pas l'appliquer aussi à cette formule? Pourquoi on souhaite uniquement imiter notre style lorsqu'il faut rouler en Audi et toutes les autres bêtises? Donc je pense que votre argument ne tombe pas plat, car vous n'avez aucun aspect négatif. Pourquoi ne pas changer et rouler à vélo et devenir moderne et écologique? Je ne vois pas pourquoi le critiquer. Okay, thank you. Guy, est-ce qu'on a encore 2 minutes? Ok, d'accord. 3 minutes. Okay.
Alors, dans ce cas-là, je vais profiter, je vais utiliser l'une de ces précieuses minutes. Je voudrais dire que récemment, j'étais avec une amie à Vienne et cette amie m'a montré des châteaux et j'étais vraiment très intéressée par tout ce qui a été construit par le passé pour les chevaux, pour héberger les chevaux. Et vous savez, ces écuries sont utilisées aujourd'hui pour exposer des biens publics. Et nous, on a parlé des chevaux qui y résidaient dans le temps et j'ai dit, peut-être qu'à l'avenir, on aura de nouveau besoin de ces écuries pour les chevaux, parce que, étant donné la situation actuelle de notre civilisation, on ne pourra pas continuer à utiliser les voitures et à faire face à tous les problèmes que nous avons. Et tous les problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui sont causés par les relations des pouvoirs qui sont au pouvoir. Il y a des injustices qui existent, qui sont en train de s'approfondir, qui sont en train de se creuser. Il y a des crimes qui sont commis en secret parce que les histoires ne sont pas racontées. Je me souviens du gouvernement, par exemple, en 2010, et je me souviens, par exemple, du pétrole qui s'est répandu partout dans le monde. Cela arrive tous les jours et on n'en parle pas. On entend simplement dire que Shell a été responsable d'un accident et pourtant on continue d'acheter de l'essence dans les stations d'essence Shell. Et donc moi, je voudrais simplement terminer en disant, je voudrais dire quelque chose de très positif, si vous voulez bien. A priori, oui, vous voulez bien. Alors, je suis convaincue qu'il y a une solution, qu'il y a une porte de sortie pour nous tous, pour le monde. Je ne pense pas que nous risquons la fin du monde, mais nous devons changer. Et comment changer? Nous devons nous rappeler, nous souvenir de qui nous sommes. Nous devons nous rappeler de notre état d'être, de notre humanité. Et si nous pouvions le faire, le monde fonctionnerait beaucoup mieux si on fonctionnait avec une certaine solidarité. Et je voudrais parler de l'Ubuntu. Nous, en Afrique, nous disons que notre humanité est le fait que nous sommes tous interconnectés. Nous n'avons pas un pauvre et un autre pauvre. Ce qui impacte l'un impacte l'autre. Ce qui impacte une partie de l'écosystème impacte l'autre partie de l'écosystème. Il faut comprendre ces notions de solidarité et à partir de ce moment-là, on pourra avancer vers un avenir plus propice, plus positif. Et c'est cela qui me donne du courage. Le fait de savoir que tous les peuples du monde qui sont confrontés aux mêmes situations que nous, si chacun d'entre nous, si on regardait à l'intérieur de nous-mêmes, nous pourrions comprendre que nous pourrions confronter ces tendances négatives, ces tendances très puissantes, néfastes, et nous pourrions ainsi nous sécuriser un avenir non seulement pour nos enfants, mais pour la planète aussi. Merci d'être resté si tard et bonne fin de soirée.